Vous écoutez l'épisode 21 du podcast Business en spa esthétique. Retrouvez sens et plaisir dans son travail. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Tous les individus veulent se sentir utiles. Force est de constater que de plus en plus de professionnels de notre secteur se posent des questions sur leur présent et leur avenir professionnel. Depuis la crise Covid, notre secteur connaît de profonds changements en lien avec les changements profonds auxquels chaque individu a été confronté. Les questions qui sont posées sont: à quoi sert mon métier? Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Suis-je utile? De l'autre côté, nous avons les managers d'équipe qui ne comprennent plus. J'ai tout essayé pour motiver mon équipe, mais rien n'a fonctionné. J'en entends beaucoup qui me disent « je ne veux plus travailler avec des équipes » ou bien qui arrêtent de recruter car elles sont désabusées. Le problème, c'est que certains business models nécessitent de travailler en équipe. Donc si c'est votre cas, la nécessité de collaborer est vitale pour la pérennité de votre entreprise. Bien sûr, pour d'autres managers, j'entends aussi beaucoup qui tiennent le cap parce qu'elles ne se voient pas travailler seules, qu'elles ont envie et besoin de créer en équipe. Mais elles peuvent, elles aussi, être confrontées aux difficultés d'engagement, de motivation, de rigueur de la part des membres de leur équipe. Et c'est humain. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous partager l'enregistrement de la conférence que j'ai animée avec Jenny Chamas lors du Congrès international de l'esthétique et du spa. Jenny est master coach certifiée et elle accompagne les femmes managers et chefs d'entreprise dans leur développement personnel et dans leur leadership. Au cours de cette conférence, Jenny Chamas nous partage les questions clés universelles pour comprendre et explorer de façon profonde ce qui nous motive réellement dans notre vie et de quelle façon nous pouvons être alignés avec nos aspirations dans notre quotidien. Comment trouver et préserver notre motivation individuelle et comment, en tant que manager, pouvez-vous motiver votre équipe? Alors, sur cette première conférence, j'avais envie de reposer le socle fondamental et on va parler ensemble de motivation. Comment fonctionne la motivation individuelle et comment notamment retrouver sens et plaisir dans notre métier. Et je suis ravie d'accueillir pour cela Jenny Chamas. Bonjour Jenny. Bonjour. Jenny Chamas, alors c'est une master coach certifiée très très connue. Alors pour celles qui écoutent des podcasts, vous avez probablement écouté ces épisodes ou vous êtes peut-être aussi une fan assidue de ton podcast qui s'appelle Femme ambitieuse. Je vais te laisser peut-être te présenter Jenny et je vous expliquerai un petit peu pourquoi on va parler sens et plaisir dans son métier. Donc bonjour à toutes et tous, ravie d'être là. Donc je m'appelle Jenny Chamas et depuis 5 ans, mon second métier, parce que j'en ai eu un autre avant, c'est d'accompagner les femmes dans leur leadership, pour affirmer leur leadership, gagner en confiance, en performance et en bien-être. Et donc ça, je le fais avec mon équipe de femmes d'ailleurs et de coachs. Et j'anime aussi un podcast Femme ambitieuse qui est disponible sur toutes les plateformes de façon gratuite et qui pourra, je pense, compléter cette intervention aujourd'hui. Et donc, justement, un des sujets sur lesquels je coach, je travaille, c'est trouver du sens dans ce qu'on fait, trouver du plaisir. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui qu'on échange avec Tiffaine et vous. Surtout, posez des questions si vous en avez, je serais ravie d'y répondre sur ce sujet, parce que c'est pas toujours facile en fait tous les matins de se lever avec la pêche et aussi d'accompagner ses équipes à avoir la pêche tout le temps. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Oui, alors effectivement, on va prendre ce sujet-là sur les deux niveaux, c'est-à-dire la motivation, comment nous,
et vous toutes et tous, on peut solliciter la motivation parce que y a des matins où on se lève, on a peut-être moins envie que d'autres. Et puis le deuxième niveau aussi, on va parler avec Jenny des outils et de la façon dont, en posture de manager ou en posture de leader d'équipe, on peut accompagner la motivation au sein des membres de son équipe. Jenny, pour commencer, on va planter un petit peu le décor. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, et dans notre secteur, ça a été flagrant depuis 2020, beaucoup d'esthéticiennes ou de praticiennes qui décident de changer de métier. On se pose vraiment des questions. Pourquoi on est là ? Quel est le sens en fait de mon métier ? On a eu beaucoup de professionnels qui ont changé de carrière, etc. Quelle serait, selon toi, la racine de ce phénomène ? Alors, pour moi, il y a 3 points majeurs. Le premier, c'est vraiment un besoin de liberté et de flexibilité accrue qui s'est développé notamment avec la crise du Covid. On voit que en général, dans tous les métiers, dans tous les secteurs, il y a une transformation du travail et de ce qu'attendent les collaborateurs de leur métier, avec cette envie de pouvoir vraiment vivre à la fois sa vie personnelle et son travail, de pouvoir changer de rythme, de pouvoir avoir de la flexibilité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est aussi liée, c'est que quelque part, on a eu aussi pas mal de temps pour réfléchir pendant cette crise, et ça a exacerbé le besoin de sens et d'humain dans nos métiers. Et je pense, je vais encore parler de crise, mais je crois qu'en fait, ce sont des moments de transformation. Donc, c'est ça aussi qui amène la transformation. Mais quand on pense, par exemple, à la crise climatique, la crise économique, etc., en fait, les gens commencent à se poser des questions existentielles, en se disant, OK, mais qu'est-ce qui est vraiment, de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai besoin, est-ce que je m'y retrouve, etc. Et puis après, il y a un phénomène de génération. Les générations Z, par exemple, n'attendent pas la même chose du travail, de l'environnement de travail, d'un métier que des générations plus âgées. Et notamment, il est tout à fait normal pour la génération Z de changer de métier. En fait, ça fait partie de la carrière. Et effectivement, si on se replace 40, 50 ans avant, c'était pas du tout le cas. On faisait notre carrière dans le même métier, parfois même dans la même entreprise. Et donc, finalement, tout ça, pour moi, c'est la racine du problème. Et j'ai presque envie de dire, est-ce qu'il faut qu'on l'appelle un problème ? Alors, le problème, quand on manque de gens en entreprise, c'est un problème. Mais il faut peut-être se dire, OK, c'est une redéfinition du jeu et des cartes. Et du coup, comment je m'inscris dans cette redéfinition en tant que moi, collaborateur, ou en tant que chef d'entreprise, ou en tant que manager, enfin, quelle que soit ma place finalement. Et Jenny, en tant que master coach certifié, une de tes spécialités, c'est de comprendre et d'expliquer le fonctionnement du cerveau humain, et sur le fonctionnement notamment de la motivation et d'où nous viennent nos aspirations en fait. Alors déjà, nos aspirations, nos désirs, c'est très lié à ce qu'on pense dans la vie, nos pensées. Et nos pensées, c'est ce qu'on se dit tous les jours. On a 65 000 pensées dans notre cerveau par jour. Donc, il faut se dire que voilà, ça tourne beaucoup. Ces pensées, ces aspirations, ces désirs viennent de plusieurs choses. Déjà, il y a notre histoire en tant qu'être humain. Quelle est notre histoire ? Dans quelle famille on a grandi ? Dans quelle école on est allé ? Quels amis on a eus ? Aussi le conditionnement social, en fait. On est très imprégné, nos désirs sont très imprégnés de ce qu'on a toujours vécu, toujours connu. La deuxième chose, c'est aussi imprégné de ce qu'on observe autour de nous et ce qui nous donne envie ou pas. Et puis, il y a nos appétences, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Dans quoi on se sent vraiment bon ? Quelle est notre zone de génie ? Et puis, à l'inverse, qu'est-ce qui ne nous plaît pas ? Et enfin, je dirais que une des choses aussi qui est importante, c'est pour nos aspirations, c'est notre capacité à changer, notre rapport en fait au changement ou au confort. C'est-à-dire que de façon assez naturelle, notre cerveau, qui qu'on soit, n'aime pas le changement. Il faut le comprendre. Le cerveau, ce qu'il veut, c'est rester dans sa zone de confort, parce que quand vous êtes dans votre zone de confort, c'est-à-dire dans une zone dans laquelle vous faites ce que vous savez faire, votre cerveau n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie. Quand vous sortez de cette zone de confort pour changer, pour faire de nouvelles choses, alors vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour vous adapter.
Et donc, on n'est pas tous égaux là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment être dans leur zone de confort, et puis il y a des gens qui sont plus ouverts au changement, qui préfèrent le changement. Et donc, la somme de tout ça, de notre histoire, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on n'aime pas faire, de notre rapport au confort et au changement, va donner vie, en fait, à nos aspirations et nos désirs. Et comment on arrive à identifier ce qu'on veut vraiment? Nous, par exemple, quand on accompagne les équipes, les chefs d'entreprise dans notre secteur, on fait un exercice de recherche de vision. Et rien que ce mot vision, quelle est ta vision? En fait, on bute bien souvent sur, je sais pas, je me suis pas posé la question, etc. Comment on peut arriver à savoir? Alors, pour identifier ce qu'on veut, déjà, il faut se poser la question. Et il faut comprendre que assez naturellement, on ne se la pose pas vraiment, en fait. On fait surtout des constats de « Ah, ça va là, je vais bien » ou « Ça va moins bien ». Mais on a du mal à se poser les bonnes questions pour vraiment savoir profondément ce qu'on veut pour son quotidien, pour sa vie, pour son boulot. Donc, pour savoir ce qu'on veut, déjà, il y a un élément qui me semble essentiel, c'est de bien se connaître. De bien se connaître, ça veut dire se poser la question, non mais en fait, au fond, dans ma vie, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas? Et croyez-moi, je vous invite à vous poser ces questions, à vous donner, je sais pas moi, un quart d'heure ce soir et vous dire, ok, dans mon quotidien professionnel, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas? On se pose pas assez ces questions. Bien connaître aussi les environnements qui nous sont favorables. Il y a des gens qui aiment travailler dans des toutes petites structures, des gens qui aiment travailler dans des grandes structures, des gens qui aiment travailler seuls, d'autres qui aiment travailler en équipe. Ça fait partie de bien se connaître. Et puis, pour ce faire, regardez vos expériences passées. Vous avez plein de choses à apprendre de toutes les expériences que vous avez vécues dans votre vie. Pour identifier ce qu'on veut, on a aussi besoin d'y consacrer du temps. Et en fait, dans nos vies à 1000 à l'heure, où on a des to-do list à n'en plus finir, il y a le boulot, il y a ce qui se passe à la maison, en fait, on prend rarement le temps de se poser, de prendre du recul. Donc, accepter de prendre du temps pour ça et aussi d'accepter qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Parce que souvent, quand on commence à se poser des questions sur ce qu'on veut, on attend le Graal. C'est-à-dire, tout à coup, on va avoir une image d'Épinal et on va savoir enfin exactement ce qui nous correspond. Mais la réalité est tout autre. Déjà, il n'y a pas de perfection, donc ça veut dire que le boulot parfait, l'équilibre parfait n'existe pas. Et en plus, la réalité, c'est que probablement, il y a plein de choses qui pourraient vous correspondre, plein de choses différentes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que on a aussi la chance de pouvoir tester différentes choses. Donc, plutôt que d'essayer de savoir exactement ce qui va coller parfaitement, c'est de se dire, ok, moi dans ma vie, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'a plutôt bien réussi, et de quoi j'ai envie. Et puis, essayer. Je vous invite vraiment à tester et à accepter l'idée que y a peut-être plusieurs réponses à cette question et que finalement, c'est une richesse plutôt qu'un frein. C'est des questions essentielles, effectivement. Et juste à main levée, est-ce que ce sont ce genre de questions que vous arrivez à vous poser ou vous prenez le temps d'y réfléchir? Alors peut-être de temps en temps, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ok. C'est une bonne nouvelle. Merci. Et je tiens à dire que c'est des questions, en fait, qu'il est judicieux de se poser régulièrement. Parce qu'en fait, vous n'aurez pas toujours les mêmes réponses. Vous allez aussi changer, avoir des aspirations qui changent au fur et à mesure de votre vie. Oui, absolument, ça évolue et on revisite ces questions-là. Si on se penche maintenant, on fait un zoom vraiment sur la motivation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, la motivation au niveau cérébral? Ouais. Alors déjà, il faut comprendre que la motivation est une émotion. Donc qu'est-ce que c'est une émotion? Ça va être des ressentis dans votre corps. Chacune des émotions qu'on ressent, donc par exemple une émotion, là je vous parle de motivation, mais ça peut être de la tristesse, de la joie, de la colère, de l'irritation, du calme, par exemple. Tout ça, ce sont des émotions. Donc la motivation, c'est une émotion. Donc, c'est un ressenti physique, des sensations dans votre corps, et là vous vous sentez motivé. Cette émotion, comme chacune des émotions qu'on ressent, est générée par une pensée. D'accord? Donc, par exemple, une pensée qui peut vous motiver, ça peut être, alors là, je vous donne des exemples, mais il y en a des milliers et des milliers, mais ça peut être, par exemple, j'ai hâte de retrouver mon équipe. Je vous partage cette pensée parce que moi, je me rappelle que c'était une pensée que j'avais à un certain moment dans ma carrière. Ou je suis contente d'aller au boulot aujourd'hui, ou tiens, ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai hâte de le faire.
Et puis, donc ça va générer de la motivation. Et donc, la démotivation, parce que je pense que c'est aussi de ça dont on peut parler aujourd'hui, ça va être aussi généré par des pensées. Ça va être, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler. Ça peut être, oh là là, je stresse de la journée qui m'attend. On pense à tous les rendez-vous qu'on a sur l'agenda et puis c'est stressant. Ou ça peut être aussi parfois, mais en fait, j'aime pas ce que je fais. Ça va générer de la démotivation. Donc, du coup, à retenir, nos pensées créent nos émotions. Donc, la motivation, elle est générée par toutes les pensées qu'on a. Mais autour de nous, il y a un environnement aussi. Il y a tout ce qu'on contrôle pas. Il y a, par exemple, le lieu de travail. Il y a les collègues. Il y a les clients. Et notre environnement de travail va avoir aussi un impact sur notre motivation. Dans le sens que si notre environnement de travail est plutôt favorable, eh bien, on va avoir plus de facilité à avoir accès à des pensées du type tiens, j'ai envie d'aller travailler aujourd'hui, ou je suis hyper excitée par le projet, le nouveau projet que je démarre, etc. Et en même temps, à l'inverse, si notre environnement de travail ne nous est pas favorable, ça va être plus difficile d'aller mobiliser des pensées qui vont générer de la motivation. Donc, évidemment, quand on a un environnement agréable de travail, quand on a, par exemple, on travaille au sein d'une équipe où l'atmosphère est ultra positive, quand on a des objectifs clairs, c'est-à-dire qu'on sait où on doit aller chaque jour, quand on a des conditions de travail qui sont humaines, qu'on est payé à notre juste valeur, tout ça va favoriser la motivation. Mais ça ne va pas créer la motivation. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que on a l'environnement de travail, il est favorable ou plus ou moins favorable, et puis il y a tout ce qu'on en pense. Et donc, je vous dis ça parce que ça, c'est pour vous faire comprendre que vous avez un grand pouvoir dans la motivation que vous allez ressentir chaque jour, parce que vous pouvez avoir le plus beau des environnements de travail et pourtant vous sentir ultra démotivé. Ça n'est pas antinomique. Donc, l'environnement, ça favorise. Et puis ensuite, il y a surtout tout ce que vous vous dites de votre quotidien, de votre métier, de vous-même, qui va générer ou pas la motivation. Et évidemment, ça va varier selon les jours. Soyons honnêtes, on peut pas toujours penser que c'est génial ce qu'on fait. On peut pas. C'est plus facile de penser que c'est nul ce qu'on fait. Ça, notre cerveau va avoir tendance à facilement nous le proposer. Mais donc, pour générer de la motivation, il faut réfléchir à ok, de quel point de vue j'adopte sur mon quotidien professionnel qui va m'aider à me sentir motivé. Et dans cette motivation-là, on a fait l'exercice d'ailleurs ce matin avec l'équipe. Chez Expertise Pas Bien-être, j'ai demandé à tous les membres de mon équipe, c'est quoi la pensée qui vous permettrait de vous sentir motivé quand vous commencez vos journées. Et donc il y a tout un tas de panels de réponses. Et c'était très rigolo ce matin de faire cet exercice-là. Maintenant, j'ai une question, c'est que, ok, je connais mes aspirations, je sais de quoi j'ai envie, je sais où j'ai envie d'aller. J'essaie de solliciter, donc au début je suis hyper motivée, ça vaut mieux parce que sinon on a déjà un problème de base. Mais sur la longueur, en fait, parfois c'est difficile de solliciter cette motivation. Donc par exemple, j'ai un projet que je veux mettre en place, mais ça va me prendre du temps. J'ai un nouveau soin à créer avec mon équipe, mais on a vraiment de l'entraînement, on a du boulot sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines. Et puis comment je fais pour tenir sur la longueur, un peu comme les bonnes résolutions qu'on prendrait en début d'année, et puis vers le 30 janvier, on s'en reparle. Ouais. Alors, c'est une excellente question parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça peut varier d'un jour à l'autre. Pour tenir sur la durée, il y a plusieurs choses à comprendre et notamment plusieurs choses à comprendre sur le fonctionnement de notre cerveau. Donc, quand on se lance dans un nouveau projet, donc là tu parlais par exemple d'un nouveau soin à mettre en place dans l'équipe, ça veut dire qu'on propose un changement à notre cerveau. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, le cerveau humain n'aime pas le changement. C'est pour ça que, par exemple, quand on prend des bonnes résolutions, en général, on les tient 2 semaines et puis en fait, après, on s'arrête. Donc la clé ici, pour tenir dans la durée, tenir la motivation, c'est plutôt que de se dire je vais arriver à un idéal, c'est de se dire chaque jour, je fais un petit pas. Donc quel est le petit pas que je vais faire aujourd'hui qui est accessible, qui n'est pas le truc hyper dur à faire. Quel est ce petit pas? Et quand je fais ce petit pas, vraiment le célébrer et en être satisfaite. Pourquoi? Parce que si chaque jour sur un nouveau projet ou sur vous faites un petit pas, à la fin de l'année, vous allez avoir vraiment énormément avancé, ou même à la fin du mois. Enfin, ça dépend de quelle est la taille du projet. Alors que si vous vous dites il faut que je fasse le truc parfaitement,
Vous allez les 2-3 premiers jours, voire première semaine, voire deuxième semaine, faire voilà des bonds en avant, mais ça va être tellement difficile qu'un jour vous allez abandonner parce que vous allez vous dire non mais en fait ça mobilise en fait trop d'énergie. D'accord ? Et ça, c'est pas une question de volonté. Vous pouvez avoir toute la volonté du monde, c'est juste le fonctionnement humain. Donc vous vous battez contre vous-même en fait. Donc vraiment quand vous voulez vous sentir motivé pour quelque chose, pensez petits pas plutôt que grands changements. Et les petits pas, tous accumulés, produisent les grands changements. Ça c'est la première chose. Et puis après, il faut aussi avoir en tête que évidemment, ce qui se passe dans notre vie, dans votre vie, les différents pans de nos vies ne sont pas imperméables. C'est-à-dire que si vous avez un petit coup de mou dans la vie perso, dans la vie privée, évidemment que ça va aussi un peu impacter votre état d'esprit au quotidien dans le travail. Hein. On est des êtres humains. Donc c'est aussi être réaliste sur ce qu'on attend de soi et se dire qu'on court un marathon plutôt que essayer de faire un sprint. Voilà. C'est un très bon exemple. Moi, j'entends souvent des managers qui disent à leurs équipes vos problèmes personnels, vous les laissez à la porte avant de rentrer dans le spa, avant de rentrer dans l'institut. C'est souvent une phrase qu'on entend. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, dans l'idéal, oui, d'accord, ça nous aiderait peut-être, mais c'est difficile, c'est pas possible en fait d'avoir ce zip complètement séparé. Oui, alors je pense qu'en fait, il y a deux choses différentes. Il y a la professionnelle qu'on est et être professionnel, mais ça n'empêche pas d'être un être humain qui a aussi une vie où il lui arrive des trucs. Donc on peut très bien mener sa barque au quotidien, même quand il nous arrive des problèmes, mais c'est pas la peine de faire semblant qu'il y a rien. Donc peut-être que parfois une conversation entre deux portes, peut-être déposer quelque chose en disant je suis là, c'est pas la meilleure des journées, je sais pas moi, mon enfant n'a pas fait sa nuit, je suis hyper crevée et en même temps je suis là et je vais bosser. C'est-à-dire que autorisez-vous aussi l'humanité et quand vous êtes manager et que vous avez une équipe, autorisez-leur l'humanité. Ça veut pas dire autoriser à sortir du cadre. Ça veut dire autoriser à ce que chacun soit humain et en même temps on est là pour mener à bien notre mission. Et c'est pas incompatible en fait. Et d'ailleurs amener de l'humain comme ça dans l'équipe va aussi être un grand facteur de motivation. Parce que quelque part, ça donne aussi à chacun des collaborateurs l'idée que c'est ok, en fait, c'est ok d'être humain, que ici on n'attend pas de moi que je sois un robot, même si on attend de moi que je remplisse mon poste, ma mission et que je crée des résultats. Mais j'ai quand même le droit d'être humain. Et je pense que cette association-là, elle est importante. Un des facteurs aussi qui fait que on peut solliciter sa motivation, on l'avait dit au début, c'est de trouver vraiment qu'est-ce qui nous inspire, quelles sont nos aspirations. Et on utilise souvent le mot vision. Et je vous le disais, quand on fait un accompagnement, cet exercice-là de rechercher sa vision, qui est quand même le fondement même de ce qui va nous motiver, c'est hyper difficile à trouver. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la recherche de cette vision ? Qu'est-ce qui pourrait nous faciliter cette précision ? Ouais. Alors déjà, peut-être on fait un état des lieux sur c'est quoi la vision. En fait, la vision, c'est cette image, souvent une image d'Épinal pour le coup, qui nous dit c'est ce à quoi j'aimerais arriver. Donc on peut avoir une vision quel que soit notre métier en fait, quel que soit qu'on soit manager, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit collaborateur, peu importe. On peut avoir la vision de, à quoi j'aimerais que ressemble mon quotidien professionnel, à quoi j'aimerais que ressemble mon entreprise, etc., mon lieu de travail. Cette projection, finalement, cette vision, elle peut aider quand on voit finalement plus loin que le bout de son nez et son quotidien, mais qu'on se projette un peu plus loin. Elle peut aider à se dire, est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je dois me réorienter ? Si je veux en arriver là, qu'est-ce qu'il faut que je décide aujourd'hui ? D'accord ? Donc, pour finalement définir sa vision, moi, je propose de se poser des questions, en fait, ce que j'appelle des questions puissantes, c'est-à-dire se dire des questions ouvertes. Ça va être, par exemple, dans quel type d'entreprise et d'environnement je veux travailler ? Avec quel type d'équipe ? Quelle personne j'ai envie de travailler ? Avec quel type de client j'ai envie de travailler ? À quoi je veux que mon quotidien professionnel ressemble ? Et quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi au quotidien. Ces questions ouvertes, et vous laissez la place de vous les poser, et puis je vous conseille de le faire à l'écrit, et d'y répondre, de vous laisser un peu de temps, d'y réfléchir, vont vous donner
une vision. Et peut-être que votre vision, elle est très très proche de ce que vous vivez déjà aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand changement à faire. Et puis, si elle est très différente de ce que vous vivez aujourd'hui, ça vous donne des éléments pour vous dire, d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, j'aimerais en être là. Et donc, quelles sont les décisions que je vais prendre aujourd'hui pour en arriver là? Quand on est chef d'entreprise, par exemple, et qu'on se dit, ma vision, ce serait d'avoir une équipe comme ci, comme ça, avec ces types de profils, ces types de personnalités, eh bien, ça va vous permettre, par exemple, de vous donner des billes pour vos recrutements. De quelle façon je vais recruter, où est-ce que je vais aller chercher les personnes que je veux, quel type de questions je vais leur poser en entretien pour m'assurer que, en fait, ça correspond à ce que je veux. Sans avoir au préalable défini votre vision, c'est beaucoup plus difficile du coup d'avoir de la clarté sur quelles sont les prochaines décisions à prendre. Et avoir une vision, ça vous permet en fait de vous simplifier la vie sur vos décisions, de les prendre beaucoup plus vite, parce que vous saurez très vite est-ce que c'est aligné ou pas avec ce que vous voulez. Et qui parmi vous d'ailleurs a sa vision? Si je vous dis, est-ce que vous avez votre vision à main levée? Top, bravo. Autre ressort dans la motivation, c'est la question du sens. Comment est-ce qu'on fait pour définir ce qui fait sens pour nous? Alors, dans notre secteur, nous, on est dans le bien-être, dans l'esthétique, mais parfois, j'ai l'impression que quand on se sent pas bien professionnellement, en tant que professionnel, c'est difficile de retransmettre en fait ce bien-être et ce plaisir à nos clientes. Donc, quelles sont les clés que nous, on pourrait utiliser, chaque individu, pour définir ce qui fait sens pour nous? Alors déjà, j'ai envie de dire avec bon sens. C'est-à-dire ce qui fait sens pour soi. Je pense que vous vous connaissez assez pour savoir ce qui vous fait du bien, ce qui vous plaît pas. Et donc, faites-vous confiance, en fait. Donc, ce qui fait sens, c'est avec bon sens, première chose. Et puis, mon invitation, ensuite, c'est vraiment de lâcher les modèles que vous connaissez. Parce que on vit dans une société où on nous a appris à faire comme on voit déjà. Le cerveau aussi, il adore ça. Il compare et puis il observe et puis du coup, il reproduit. Mais parfois, ça nous amène un peu dans ce que j'appelle le syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire que on se dit que pour être bien, il faudrait faire exactement comme ci, comme ça, cocher telle case, et puis ensuite, ça ira. Sauf qu'en réalité, ce qui fait sens pour soi, c'est pas nécessairement ce qui fait sens pour le voisin, ni ce qui fait sens pour le mentor, ni ce qui fait sens pour l'ancien manager. Et donc, c'est vraiment s'autoriser à se demander, ok, mais pour moi, qu'est-ce qui est important au quotidien? Est-ce que j'ai envie de passer énormément de temps avec mes équipes et développer une atmosphère de travail positive? Est-ce que pour moi, ce qui est hyper important, c'est que les clients aient vraiment le temps d'être avec nous? Enfin, peu importe en fait ce qui fait sens pour vous, mais l'idée c'est de vous faire confiance et de pas essayer de répéter un modèle existant, parce que le modèle il pourrait peut-être ne pas vraiment vous correspondre. Et puis la deuxième chose, et ça c'est très lié à la motivation, c'est que on peut parfois perdre de vue ce qui fait sens pour nous, parce que on est pris dans le quotidien de la réalité économique d'une carrière, d'une entreprise, etc. Et donc on avance la tête dans le guidon, et parfois on doit prendre des décisions finalement qui sont plus trop sensées pour nous. Et donc c'est régulièrement se rappeler et se demander, ok, pourquoi je fais ce métier? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi tous les matins je me lève? Est-ce que ces raisons-là, elles me plaisent encore aujourd'hui? Si elles me plaisent, très bien, ça me permet de m'y reconnecter et donc de retrouver la motivation. Si elles ne me plaisent plus, pourquoi? Pourquoi elles ne me plaisent plus? Est-ce que ce sont juste des petits problèmes du quotidien qui font que ça me plaît plus? Et donc là, je vais déployer mon énergie pour trouver des solutions à ces problèmes du quotidien, pour retrouver le sens? Ou est-ce que c'est vraiment une, entre guillemets, ce que j'appelle une crise de confiance, c'est-à-dire, en fait, ça ne me correspond plus du tout. Et là, on se pose des questions qui sont bien plus profondes, en fait. Donc, ce qui fait sens pour nous et ce qui va du coup nous apporter de la joie et du plaisir dans notre vie professionnelle. On va passer un petit peu de temps maintenant sur la mise en pratique de ces techniques pour invoquer en fait la motivation. Je vais prendre 3 cas de figure et on va échanger ensemble. Le premier cas de figure, je suis salariée, donc je suis esthéticienne ou praticienne ou réceptionniste ou même spa manager salarié. Comment est-ce que moi, à titre personnel, je peux entretenir ma motivation quotidienne? Comment je peux trouver du plaisir dans ma routine de travail quotidienne? Alors là, donc de façon très pratique,
et en reprenant ce qu'on s'est dit avant, posez-vous les questions suivantes. Pourquoi je choisis de travailler ici? Donc on revient au sens, en fait. Pourquoi je suis là? Et vous rappelez, vous entendez que j'ai bien dit pourquoi je choisis d'être ici. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à se dire que c'est un non-choix. C'est-à-dire qu'on est là parce qu'on n'a pas le choix. Mais au fond, si on y pense, demandez-vous, est-ce que vous avez vraiment pas le choix ou est-ce que vous choisissez d'être là et de pas être ailleurs? Dès lors que vous faites ce choix-là, que vous reprenez les manettes, c'est beaucoup plus facile de trouver ce qui vous motive. Parce qu'il y a peut-être une raison pour laquelle vous êtes ici et pas là. Qu'est-ce qui vous a motivé en premier lieu? Puis demandez-vous aussi, qu'est-ce que j'aime dans ma journée de travail? Et ça peut être franchement des choses minuscules. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des trucs incroyables. Si je reviens à ma précédente carrière, à un moment où moi j'avais envie de changer de métier, je reviens à ce que j'aimais ces jours-là. Parfois c'était juste de déjeuner avec mes collègues, ou c'était la pause. C'était pas nécessairement exactement ce que je faisais. Ou alors ça pouvait être un client en particulier avec lequel j'aime travailler et donc ça me fait plaisir parce que je sais que je vais l'avoir, je vais discuter. Donc voilà, qu'est-ce que j'aime dans ma journée de travail? Et puis enfin, que puis-je mettre en place à mon service pour trouver du plaisir? C'est-à-dire, dans votre environnement, qu'est-ce qui pourrait, des petites choses, vous amener du plaisir? Est-ce que c'est une façon de vous organiser? Est-ce que c'est des choses que vous allez mettre en place entre deux rendez-vous qui vont vous ressourcer? Est-ce que c'est un café avec les équipes? Est-ce que c'est... Voilà. Offrez-vous la possibilité d'avoir un impact, en fait, sur votre plaisir au quotidien. Parce que, en fait, vous en êtes aussi maîtresse et maître. La responsabilité, c'est un pouvoir phénoménal. Alors, le deuxième cas de figure qu'on va utiliser ici, c'est je suis manager. Quels sont les outils que je peux utiliser pour accompagner mon équipe dans leur application quotidienne? Quel cadre, en fait, je peux créer en tant que manager? Alors, je vais vous parler du cadre très concret, mais avant ça, je voudrais vous partager une idée pour tous les managers qui sont ici. Une idée qui est vraiment hyper importante. C'est que vous ne pouvez pas contrôler la motivation de vos équipes. Donc, je m'explique. Tout à l'heure, je vous ai dit, la motivation est une émotion qui est générée par nos pensées. D'accord? Vous, en tant que manager, ce que vous contrôlez, c'est l'environnement de travail. Vous êtes responsable de l'environnement de travail. Est-ce que j'offre à mes collaborateurs un bon environnement de travail, un salaire juste? Est-ce que je mets en place des objectifs clairs, un suivi? Est-ce que ils ont la possibilité? Est-ce qu'on communique? Voilà. Donc ça, c'est l'environnement de travail. Évidemment, cet environnement, plus vous en prenez soin, plus il va être favorable à la motivation de vos équipes. Mais ensuite intervient quelque chose de très important. Ce sont les pensées des humains qui travaillent avec vous. Et leurs pensées, vous ne pouvez pas les contrôler. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir un environnement de travail exceptionnel et se sentir totalement démotivé parce que entre la motivation et l'environnement de travail, il y aura eu une pensée. Et cette pensée, vous ne pouvez pas la contrôler. De la même façon, on peut parfois travailler dans un environnement de travail qui est pas top et pourtant se sentir motivé parce qu'il y a des facteurs de motivation qu'on trouve à droite à gauche. Donc ça, c'est en préambule. Parce que si vous mettez toute votre énergie à essayer de contrôler la motivation de vos équipes, en fait, vous risquez d'être perdante parce que vous ne pouvez pas la contrôler. Cela étant dit, ce que vous pouvez contrôler, c'est l'environnement de travail. Donc, pour aider à accompagner ces équipes à s'impliquer, à créer un environnement de travail favorable, il y a plein de choses qu'on peut faire. Déjà, on peut créer un esprit d'équipe, impulser un esprit d'équipe et créer des moments d'équipe qui soient motivants. Donc, ça peut être déjà de rappeler ou d'enseigner et de rappeler à ces équipes quelles sont les valeurs du lieu de travail, quelles sont les valeurs de l'entreprise, et vraiment essayer de les connecter à ces valeurs. Ça va être aussi de fixer des objectifs qui soient clairs. C'est-à-dire que les gens, pour trouver une motivation, ils ont aussi besoin de savoir pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'on attend d'eux, quand est-ce que c'est bien. Donc ça va être aussi les valoriser, donner du feedback positif et évidemment les challenger quand c'est nécessaire. Et puis il y a aussi des choses à faire. Par exemple, on peut créer des réunions très très courtes le matin, mais pour impulser des réunions d'équipe, pour impulser la motivation, pour impulser de l'énergie, du dynamisme. Donc ça, c'est tout ce qui est finalement un cadre qu'on peut créer. Puis il y a aussi tout ce qui se passe en informel.
qui ne fait pas vraiment partie du cadre, mais qui va beaucoup compter pour chacun des collaborateurs. Ça va être des moments d'équipe ou des moments seul à seul, informels, un café, une petite discussion entre deux portes, et le fait de s'intéresser aux humains avec lesquels vous travaillez tous les jours, et peut-être de s'intéresser à autre chose que juste le travail, tout en étant aligné avec vous-même. C'est-à-dire ne vous travestissez pas si voilà vous n'aimez pas avoir des conversations trop intimes ou trop privées, ne le faites pas. Mais comment vous pouvez créer du lien sur le lieu de travail, qui soit pas nécessairement un lien amical, mais créer du lien qui soit pas toujours lié aux objectifs, parce que ça aussi, ça va donner de la motivation. Et si je reviens sur les objectifs, c'est vraiment donner des objectifs précis et adaptés à chacun de vos collaborateurs. C'est-à-dire aussi vous adapter à chaque personne que vous avez en face de vous. Et ensuite, ces objectifs, pas juste les donner, mais aussi les suivre, donner du feedback positif, négatif, aider au développement. Et j'insisterai jamais assez sur le feedback positif. Pourquoi ? Parce que là encore, dans le fonctionnement de notre cerveau a un biais négatif. C'est-à-dire qu'on retient 9 fois mieux le négatif que le positif. Ça veut dire que si quelqu'un... En gros, vous devez avoir 9 fois plus de feedback positif pour vraiment retenir le feedback positif. Donc, votre collaborateur, il retiendra toujours plus le feedback négatif. Ça veut pas dire qu'il faut pas lui en donner, parce que pour développer vos équipes, vous avez aussi besoin de les aider à se construire, de les aider à voir ce qui pourrait être amélioré. Et en même temps, tout en sachant ça, c'est aussi de se dire, en fait, à chaque fois qu'ils font un truc bien, même si c'est sur leur fiche de poste, même si c'est attendu d'eux, célébrons ce qu'ils ont bien fait. Montrons-leur que on voit ce qu'ils font, que on valorise ça. Et du coup, ça va vous aider aussi à faire en sorte que déjà ils se sentent, en tout cas, ils ont l'opportunité de se saisir de ce feedback et de se célébrer. Et puis, quand vous leur donnerez des feedbacks constructifs, ils seront aussi plus attentifs. Parce que s'ils ont l'habitude de recevoir des feedbacks positifs, ils seront aussi plus à même de recevoir des feedbacks constructifs. Mon troisième cas de figure, c'est je suis chef d'entreprise, j'ai un centre esthétique, un spa, et en fait, je me demande si j'aime toujours ce que je fais. Et ça, on a entendu beaucoup depuis ces 3 dernières années. Ça fait des années et des années que j'ai mon centre, et en fait, je suis pas sûre d'aimer toujours. Comment est-ce que je peux arriver à obtenir plus de clarté ? Ok, bon alors, la réponse de la coach, faites-vous coacher. Mais au-delà de ça, des pistes de réflexion qui peuvent vous aider, c'est de vous demander aujourd'hui, quelles sont mes motivations profondes ? Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin ? Pourquoi ai-je choisi d'entreprendre, d'être chef d'entreprise ? Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ça ? Et est-ce que j'aime toujours mes raisons ? Est-ce que ces raisons, elles sont toujours valables à l'heure qu'il est ? On a le droit de changer d'avis, en fait. On n'est pas... la vie, c'est une évolution permanente. Mais c'est bien de se poser la question. Et puis parfois, on va se rendre compte que, en fait, mes motivations profondes et les raisons de mes choix sont toujours valables. C'est toujours ce que je pense aujourd'hui. Et pourtant, je me sens pas hyper épanouie au quotidien. Et donc là, ici, c'est vraiment d'aller observer le quotidien et de se dire, ok, au quotidien, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui ne me plaît pas, quels sont les cailloux dans ma chaussure. Et ça va vous permettre d'identifier en fait les problématiques que vous auriez besoin de dépasser pour vous retrouver dans votre métier. Et parfois, ça va être des sujets de gestion d'entreprise qui sont problématiques pour vous et dans lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise. Donc ça peut être le recrutement, le turnover, ça peut être, je sais pas moi, un type de prestation en fait qui ne vous convient plus. Quels que soient vos sujets, c'est important de bien le comprendre parce qu'ensuite, quand vous savez précisément de quoi il s'agit, vous allez pouvoir travailler dessus. Et travailler dessus, ça va peut-être être changer, ça va peut-être être vous entourer pour mieux réussir ça, ça va peut-être être vous faire coacher mais sur un sujet très précis et ça va être facile de le dépasser. Mais en fait, il faut aller identifier parce que parfois, ce qui fait qu'on n'est pas heureux, c'est pas le problème n'est pas de changer radicalement de carrière et tout va devenir magnifique. Ça va être peut-être juste de résoudre une petite barrière que vous avez
qui vous semblent énormes là tout de suite, et c'est ok si elles vous semblent énormes, mais en fait en y travaillant, ça peut devenir plus facile. Et du coup, j'ajouterais à cette réponse que, puisque on a le biais négatif du cerveau, il va avoir tendance à voir tout ce qui va pas, et puis on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est humain, c'est normal. On aimerait tous penser qu'il y a un environnement dans lequel tout sera parfait et tout sera facile. J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas le cas et que finalement on est toujours confronté, quels que soient nos métiers, quels que soient les formats, on est toujours confronté à à des défis. Et donc en fait, finalement, il s'agit de choisir vos défis. À quel défi vous voulez être confronté, plutôt que de vous dire que il y a un environnement dans lequel vous n'êtes confronté à aucun défi, parce que c'est pas vrai. La gestion, appréhender et aborder les difficultés, d'ailleurs c'est une compétence, c'est une soft skills qui est indispensable à tous les chefs d'entreprise. Tu parlais tout à l'heure aussi de questions de recrutement qu'on pouvait poser, et je reviens sur la question du sens. Est-ce qu'il y a des questions précises qu'on peut utiliser lors des entretiens pour détecter en fait ce qui fait sens chez les candidats et de se dire est-ce que c'est conforme à ce que moi j'ai besoin dans mon équipe de rêve? Oui, tout à fait, et c'est d'ailleurs, je crois, hyper important. Donc, on a parlé tout à l'heure de vision et quelles sont vos valeurs qui sont importantes pour cultiver votre vision. Une fois que vous avez ça, que vous savez qu'est-ce qui est important, quelles sont vos valeurs, à quoi correspond votre vision, vous avez en fait tous les éléments pour, en entretien, essayer de détecter quelqu'un qui colle ou pas à votre vision. Alors, soyons très clairs, un entretien, malheureusement, parfois, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout colle et puis en fait, on se rend compte dans la vie que finalement, ça colle pas. Ça, c'est la réalité des choses. Mais quand même, on peut déjà créer un cadre ou un questionnaire qui va nous aider à réussir à trouver le bon match. Donc, par exemple, ce qu'on peut demander. Alors, attendez, je trouve mon petit. Vous pouvez demander. Enfin, moi, une question que j'aime bien poser, qui est très existentielle, mais bon, je vous la propose et puis vous l'adaptez comme vous voulez. C'est, je demande toujours en entretien à la personne que j'ai en face de moi, une fois qu'on a passé toutes les questions un peu basiques, c'est quel est ton rêve ? Quel est ton rêve ? De quelle façon tu te projettes là, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans ? Vous pouvez demander aussi de façon très concrète à la personne, qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, tu trouves que tu as passé une bonne journée ? C'est quoi les éléments qui font que tu vas être satisfaite de ta journée ? Vous allez voir ce qu'elle va vous dire, la personne, et ça peut être très différent selon les gens. Ça va être que j'ai vu mes collègues et que ça s'est super bien passé, ou alors que j'ai réussi le soin et que la cliente était hyper satisfaite. Donc vous pouvez vraiment être très concret là-dessus. Quelles sont tes motivations ? C'est une question un peu basique, mais en fait on peut pas s'en passer. Quelles sont tes motivations ? Et aussi la question inverse. Qu'est-ce qui fait que tu passes une mauvaise journée ? Quand tu es au boulot, les journées qui sont pas cool, qu'est-ce qui fait que tu as passé une mauvaise journée ? Et ça vous donnera des pistes en fait pour comprendre quelles sont les motivations des gens. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est très très puissant, et là j'ai senti une espèce de petite vague de « Ah ouais, c'est ça le secret ». C'est la définition des limites, la question de la responsabilité et d'accepter que je ne peux pas tout contrôler. Surtout en tant que manager, en fait, je ne peux pas tout contrôler parce que je suis pas dans le cerveau de mon équipe et je peux pas aller changer le paramétrage de la pensée. C'est un troisième point qui est très difficile parce qu'il demande d'avoir fait grandir une autre soft skills aussi, qui est d'accepter la limite. En tant que manager, comment j'arrive à définir ce qui est dans mon contrôle et ce qui ne l'est pas ? Ok. Alors, déjà, ce qu'on contrôle quand on est manager, c'est notre communication et c'est nos décisions, d'accord ? Ça, vous le contrôlez. Vous allez contrôler l'environnement de travail que vous créez. Vous n'allez pas contrôler ce que disent ou ce que font vos collaborateurs. Vous allez contrôler le cadre finalement. Donc, ce que vous ne contrôlez pas, ce sont les pensées de vos collaborateurs qui génèrent leurs émotions et qui génèrent leurs actions. D'accord ? Donc quelqu'un qui arrive au boulot et qui est de mauvais poil et qui se plaint et qui demande quelque chose que vous n'avez pas envie de lui accorder, vous ne pouvez pas le contrôler. En revanche, ce que vous pouvez contrôler, c'est vous dire OK, bon, est-ce que moi j'ai été la leader, la manager que je veux être ?
Est-ce que j'ai créé l'environnement de travail que je souhaite pour mes collaborateurs? Et est-ce que j'ai été la manager que je veux? À partir du moment où vous répondez oui à ça, les émotions de vos équipes, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir les contrôler. Donc c'est hyper important pour vous de savoir quelles sont vos limites. Et pour savoir quelles sont vos limites, vous pouvez vous demander déjà qu'est-ce qui est bon ou pas pour l'entreprise. Ça crée un cadre. Je veux dire, à un moment, on fait tourner un business, il y a une réalité économique. Donc il faut se demander qu'est-ce qui est bon ou pas pour l'entreprise. Comment je peux concilier ce qui est bon pour l'entreprise et ce qui est bon pour mes équipes? Parce que parfois, on a tendance à les opposer. Mais en fait, en réalité, une équipe qui se sent super bien, en général, va faire du bon boulot et ça va être très bon pour l'entreprise. Donc, comment je peux concilier les deux? Et à partir de quand je pense que il faut que je mette des limites? C'est-à-dire, je ne peux pas dire oui à tout. C'est pas parce que j'ai envie de contenter mes équipes ou c'est même pas parce que je suis gentille avec eux et que je leur dis oui à tout qu'ils vont forcément être contents. Rappelez-vous que pour que quelqu'un se sente bien, il faut qu'il ait des pensées qui génèrent des émotions positives. Et vous ne pouvez pas contrôler les émotions de vos équipes. Donc, ce qui est important, c'est que vous contrôliez le cadre et que ce cadre, il soit aligné aux valeurs de l'entreprise et à vos valeurs humaines. Et si ça, c'est aligné, déjà, vous créez les conditions pour que tout le monde se sente bien. Après, à chacun, sa responsabilité d'aller nourrir sa motivation. Et puis, il y a des gens pour qui c'est très facile de nourrir de la motivation, de s'auto-motiver. Puis, il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Et ça, c'est une réalité humaine. Tu as utilisé un mot que j'entends, mais au quotidien, des managers qui me disent « Moi, j'ai envie d'être gentille, j'ai pas envie d'être la méchante. » Il y a toujours soit je dis oui égale je suis super gentille et quelque part j'arrive toujours à être déçue en fait. J'ai toujours la frustration de dire oui, mais je lui ai dit oui pour ça, j'ai été super gentille, j'ai changé son planning, j'ai été flexible, etc. Et puis je lui ai demandé une chose et elle a refusé. Je suis gentille, je suis méchante. Comment je fais pour pas tout le temps dire oui en fait et me sentir ok avec? Ouais, alors c'est vraiment la suite de ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous connaissez quel est le cadre, vous connaissez le cadre, vous l'avez défini, vous connaissez les limites que vous voulez mettre. Ensuite, souvent, pourquoi on dit oui? Parce qu'on a envie de faire plaisir et qu'on a envie que la personne d'en face soit contente et qu'on se dit qu'en plus, si elle est contente, elle va nous donner en retour. Mais si je dis oui, alors que ça ne correspond pas au cadre que j'ai établi, quelque part, je dis oui aux collaborateurs, mais je me dis non à moi-même. Et donc là, on va créer de la frustration. Alors que si le cadre est défini, que tout le monde le connaît, qu'il est communiqué, c'est plus facile de se dire je dis oui quand c'est dans le cadre et ça me fait plaisir de dire oui. Et puis quand c'est en dehors du cadre, je dis non parce que la priorité c'est on est dans un environnement de travail avec une entreprise qui doit tourner et donc il y a un moment, il y a aussi parfois ça arrive de dire non. Alors pour toutes les personnes qui ont du mal à dire non, c'est pas quelque chose qu'on a appris, surtout nous les femmes. Donc parfois c'est normal d'être confronté à la difficulté de dire non. Mais moi je vous propose deux choses. La première, c'est avant de dire non, de vous préparer vous individuellement à ce qui est probablement une réaction émotionnelle de l'autre côté. Quelqu'un qui va tirer la tronche ou qui va dire qu'il est pas content, ou peut-être quelqu'un qui va rien dire, mais on va sentir après qu'il est pas content. D'accord ? Préparez-vous à ça et rappelez-vous que déjà toute émotion passe, donc peut-être la personne sera pas très contente, mais ça va passer. Et deuxième chose, vous n'êtes pas responsable des émotions des êtres humains qui vous entourent. D'accord ? La personne va pas être contente parce qu'elle va se dire c'est pas juste ou elle va se dire oh c'est pas sympa. Mais quelque part, si le cadre était défini avant et que tout le monde est OK pour signer le contrat et avancer ensemble, le cadre doit être respecté. Et puis deuxième chose, il y a différentes techniques pour dire non. Donc vous pouvez dire non tout court en disant non, c'est pas possible parce que ça répond pas au cadre. Et puis vous pouvez, si vous avez envie, si aujourd'hui dire non tout court c'est pas très accessible, que c'est un grand pas pour vous, vous pouvez commencer par des petits pas. Par exemple, un petit pas, ça pourrait être de dire non, mais je te propose ça. Donc, c'est-à-dire, vous faites un deal, quoi. Vous proposez quelque chose en échange. Ou, autre option, ça peut être de dire non, pas pour cette fois, on en rediscute dans 1 mois ou dans 2 mois. Donc, voilà, vous proposez quelque part un échange, sans promettre que le oui arrivera.
mais ça peut être une étape. Et donc, je vous invite vraiment à vous entraîner, c'est-à-dire commencer à dire non sur des petites choses qui sont faciles et accessibles. Préparez-vous au fait que ça va être inconfortable, c'est OK. D'accord ? Vous aussi, vous pouvez traverser des émotions inconfortables. Personne n'en est mort de l'inconfort. Donc, c'est juste pas très agréable. Mais plus vous allez vous habituer, et surtout si les oui et les non sont alignés à vos valeurs, au cadre de travail, vous aurez toujours ça pour vous de vous dire oui, j'ai dit non, mais j'ai été la leader que je veux être parce que ça correspondait à ce que je m'étais dit que je ferais. Ça correspond à ce qui est bon pour l'entreprise et ce qui est bon pour l'équipe. Voilà. J'aime beaucoup cette question et je l'utilise d'ailleurs personnellement. Est-ce que là, je suis la leader en prenant cette décision et en statuant sur cette règle du jeu? Est-ce que je suis la leader que j'ai envie d'être? Et c'est une question qui est très puissante et qui donne beaucoup d'éclaircissements. Merci beaucoup, Jenny. J'avais envie de vous demander à chacun, est-ce que vous avez des situations de vie, des questions, pour qu'on puisse profiter des 5 dernières minutes, des questions que vous aimeriez poser à Jenny sur soit des partages d'expériences, des choses qui vous ont démotivé ou des anecdotes que vous avez vécues avec vos équipes, des situations que sur lesquelles vous aimeriez peut-être revenir pour comprendre quelque chose. Bonjour. Donc moi, ça Bonjour. fait 20 ans que je suis chef d'entreprise. L'histoire de gentille, méchante, je suis trop gentille, j'ai jamais su dire non. Donc à chaque fois, ça me bouffe et les employés abusent. Il y a beaucoup de turnover parce que c'est fatigant. Enfin, chez moi, il y a beaucoup de massages. J'ai 2 spas dans 2 villes différentes et elles sont fatiguées. Comme je suis trop gentille, je ne dis jamais rien, je fais pas peur. Je suis fatiguée, c'est fatigant. Il faudrait embaucher quelqu'un d'autre pour nous soulager. Alors que c'est que le samedi qu'il y a beaucoup de monde et en semaine, c'est plutôt. Donc c'est compliqué. Alors, déjà bravo, 2 spas, du turnover, etc. Donc, on sait que c'est pas facile de gérer le turnover, clairement. Ici, ce qui est important, c'est de se dire, ok, bon, il y a ce que elles font, elles vivent, et puis il y a ce que vous vivez en tant que chef d'entreprise. Et il y a ce qu'on contrôle et ce qu'on peut pas contrôler. Donc là, en fait, le fait de dire oui pour d'être compréhensif, finalement, quand ça vous porte préjudice ou porte préjudice à l'entreprise, ça devient hyper frustrant parce qu'en fait, on se dit, parce que j'ai dit oui, j'attendrai qu'en retour, humainement, quelque part, elle s'adapte aussi à mes besoins. Mais la réalité humaine est tout autre. Et je pense qu'un jour, il faut quand même s'avouer que, en fait, on signe un contrat de travail, mais que les gens, pour eux, il y a des gens pour qui le travail c'est tout, il y a des gens pour qui le travail c'est juste le contrat de travail et c'est manger à la fin du mois. Et que si je peux faire un petit virage, je le fais. Donc ici, ce qui est intéressant à se demander, c'est qu'est-ce qui changerait pour moi en tant que chef d'entreprise si je réagissais vraiment à chaque fois en fonction de mes valeurs et de ce qui est aligné pour moi et pour mon entreprise, quelles que soient les réactions, même si je passe pour la méchante. En fait, peu importe qu'on passe pour la méchante, on va surtout passer pour la chef d'entreprise. Peut-être aussi que ce sera plus facile ensuite d'accueillir le fait que les gens ont leurs propres motivations qui sont pas les mêmes que les vôtres. Et puis, vous ne soupçonnez pas ce que ça pourrait donner, parce que en fait, c'est aussi très inspirant pour des collaborateurs de voir que quelqu'un sait très clairement quand dire oui et quand dire non, et sait le justifier. Parce que parmi vos collaborateurs, vous avez aussi parfois des gens qui vont en fait s'inspirer de vous et s'inspirer de ce leadership. Donc c'est vraiment d'abord répondre avant tout à vos besoins, votre alignement, vos valeurs et les besoins de votre entreprise. Parce qu'une fois que vous faites ça, déjà vous pourrez pas vous dire ah mince, j'aurais pas dû lui dire oui, parce que vous êtes aligné. Et donc vous allez pouvoir utiliser l'énergie qui vous reste à trouver des solutions quand effectivement il y a du turnover malgré ça. Et l'énergie sera plus mobilisée pour se dire ah mais mince, c'est fatigant parce que je suis quand même super sympa et j'essaye de les arranger, mais finalement ça ne sert à rien. Mais merci pour cette question parce que c'est une question qui revient toujours effectivement. Est-ce qu'on aurait une toute dernière question rapidement? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose ou de poser une question à Jenny? Il nous reste 2 petites minutes. Oui, Célia. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Alors juste dans mon cas, par exemple, je pense à une de mes collaboratrices, une jeune femme qui a 25 ans, qui est excellente praticienne, qui m'aide beaucoup au niveau de mon établissement. Mais par exemple, on a des difficultés au niveau de la vente produit.
Et quand j'essaye de comprendre ce qui la motiverait pour justement l'amener à plus de ventes, etc., on en discute. Elle-même a beaucoup de difficultés à me répondre. Alors j'essaye de lui demander qu'est-ce qui vous motive dans la vie, qu'est-ce qui vous anime dans la vie. Et c'est vrai que c'est une personnalité qui est plutôt neutre, qui a sûrement, je dirais, des choses qui l'animent, mais c'est vrai qu'elle-même a du mal à se connaître, à se comprendre, et j'ai du mal du coup à faire justement amener de la motivation par rapport à la vente. Alors j'ai essayé les primes, elle me dit j'ai pas besoin de la carotte, alors elle est pas à l'aise du coup, donc j'essaye moi aussi de pas l'amener vers ça. Comment faire pour mieux la comprendre et qu'elle-même aussi puisse m'aider? Alors, il est possible que cette collaboratrice ne soit jamais motivée à vendre. Et ça me fait sourire parce que j'ai une de mes meilleures amies qui a été dirigeante de spa et qui avait elle-même ce même problème. Et c'est important de le savoir. Peut-être qu'en fait, la réponse, c'est je n'ai pas à chercher sa motivation parce que elle ne sera pas plus motivée. Et donc, ensuite, la question à se poser, c'est est-ce que de mon côté, j'ai tout mis en place au niveau formation, process, etc., pour qu'elle le fasse quand même si elle n'est pas très motivée, tout en sachant que les résultats seront pas folichons, puisque évidemment un bon commercial va mieux vendre que quelqu'un qui n'aime pas vendre. Donc ça, c'est la première chose. Et si vous avez le sentiment que vous avez déjà tout mis en place en tant que leader, la formation, les exercices avec elle, les exercices pratiques, etc., après, c'est de se dire cette collaboratrice, je sais que ça, c'est sa faiblesse. Est-ce que c'est OK pour moi? Et du coup, de quelle façon je vais m'appuyer plutôt sur ses forces que ses faiblesses? Parce que parfois, on peut ramer sur les faiblesses, mais en fait, on n'obtiendra jamais grand-chose. En revanche, si on met en avant les forces et qu'on les utilise au maximum, là, on peut voir quelqu'un décoller. Mais peut-être que ce sera jamais quelqu'un qui vendra bien, en fait. Voilà. Merci beaucoup Jenny pour ce temps d'échange. Avec joie. Encore un grand merci à Jenny pour son intervention et ce partage. Vous pouvez retrouver Jenny Chamas, Master Coach certifiée, chaque mardi sur son podcast qui s'appelle Femmes ambitieuses et découvrir son programme d'accompagnement sur son site internet jennychamas.com, donc JENNYCHA2MAS.com. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.